Le soleil matinal caressait les façades élégantes de Saint-Éloi, un quartier résidentiel cossu aux abords d'une petite ville française, où les haies bien taillées et les volets peints en bleu pastel donnaient une impression de sérénité presque irréelle. Pourtant, ce matin-là, une tension sourde éclata comme un orage imprévu. « Vous ne pouvez pas vous garer ici ? Déplacez votre voiture tout de suite. » lança Jean Dupont, l'agent de police local, d'un ton sec qui fit sursauter Pierre Dubois. Pierre, un ingénieur civil d'une quarantaine d'années, chargeait des sacs dans le coffre de sa camionnette, garée à peine au bord du trottoir. « Monsieur l'agent, je suis juste en train de préparer pour aller au travail, je la déplacerai dans une minute, répondit-il, perplexe, en jetant un coup d'œil à son véhicule. Autour de lui, les voisins chargeaient leur voiture de la même manière, sans que personne ne semble attirer l'attention de l'agent. Jean, la main posée sur son ceinturon, le regard dur, rétorqua, « Pas dans une minute, maintenant. Les règles sont les règles. » Ce que Jean ignorait, c'était qu'il venait de s'adresser à l'époux d'Amélie Dubois, une femme qui, sous ses airs de coach sportif, était en réalité une formatrice des forces spéciales françaises, une experte en détection des menaces. Ce simple échange marquait le début d'une guerre silencieuse pour la maison des Dubois, une bataille qui allait bouleverser Saint-Éloi. Amélie sortit sur le perron, une tasse de café fumante à la main, vêtue d'une tenue de sport noire, ses cheveux noués en un chignon impeccable. Son regard balaya la scène en une fraction de seconde. Pierre, confus, l'agent en uniforme, son attitude agressive, la camionnette à peine mal garée. Elle descendit les marches avec une assurance tranquille. « Ben tout va bien, Pierre. Bolé ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Jean tourna son attention vers elle, un sourire crispé aux lèvres. « Madame, votre mari semble penser que les règles de stationnement ne s'appliquent pas à lui. » Pierre fronça les sourcils. « Monsieur l'agent, je charge juste mes affaires, comme les voisins le font tous les jours. Les Martins, là-bas, font pareil. » Jean haussa les épaules. Chaque situation mérite une réponse différente. Certains ont besoin d'être mieux éduqués sur les normes de notre communauté. Amélie posa sa tasse sur le capot de la camionnette, son regard scrutant Jean. « Vous êtes l'agent Dupont, n'est-ce pas ? Nous nous sommes croisés au marché la semaine dernière, je crois. » Jean plissa les yeux, déstabilisé par son calme. « C'est agréable de voir que quelqu'un dans cette famille fait attention aux détails, » répondit-il, une pointe de sarcasme dans la voix. Amélie ne s'y pas. « Je vais déplacer la camionnette, Pierre, » dit-elle calmement, mettant fin à l'échange. Mais alors que Pierre s'éloignait pour chercher ses clés, Jean s'approcha d'Amélie. « Vous faites du sport tous les matins, n'est-ce pas ? Toujours à la même heure, très discipliné. Un passé militaire, peut-être ? » La question était directe, presque intrusive. Amélie sourit, impassible. « Je suis coach sportif, monsieur l'agent. J'aime rester en forme. » Jean insista. « Coach sportif, ça couvre beaucoup de choses, non ? Des clients particuliers ? » Pierre revint, interrompant l'échange. « Tout est sous-réglé, monsieur l'agent. » Jean les observa un instant, puis lança avant de partir, « Bonne journée, monsieur et madame Dubois. Et n'oubliez pas, ici, les gens vous observent. » Sa voiture de patrouille s'éloigna, laissant un silence lourd dans l'allée. « C'était quoi, ça ? » demanda Pierre, troublé. Amélie, tenant sa tasse, fixait la rue où la voiture de Jean avait disparu. « Je ne suis pas sûr, mais ce n'était pas juste une question de stationnement. » Son esprit, entraîné à repérer les anomalies, cataloguait déjà les détails. Les questions de Jean sur sa routine, son intérêt pour son passé, son ton provocateur. Elle avait vu ce genre de comportement auparavant, non pas dans un quartier paisible comme Saint-Éloi, mais dans des zones de conflit où l'intimidation était une arme. Ce soir-là, après que leurs jumeaux, Lucas et Élise, furent couchés, Amélie s'assit avec Pierre dans leur salon aux murs décorés de photos de famille et de souvenirs de voyage. Il cherchait quelque chose, Pierre. Il posait trop de questions. Pierre haussa les épaules.
Peut-être qu'il est juste zélé. Les flics de petite ville, tu sais. Mais Amélie n'était pas convaincue. Non, c'était ciblé. Il savait que tu travailles pour des contrats gouvernementaux. Comment? Pierre fronça les sourcils. Les ragots du quartier, peut-être? Amélie secoua la tête. Bah? Peut-être, mais je vais garder un œil sur lui. 3 jours plus tard, Jean frappa à leur porte, cette fois en civil, vêtu d'un polo impeccable et tenant un panier de croissants. Amélie, Pierre, un petit cadeau de bienvenue de ma femme, Camille, dit-il avec un sourire forcé. Pierre, toujours hospitalier, l'invita à entrer. C'est très gentil, merci. Entrez, je vous en prie. Jean balaya la pièce du regard, notant chaque détail. Les meubles en chêne, les photos des enfants, un diplôme encadré de pierre. C'est charmant chez vous. Ça a dû coûter une petite fortune, commenta-t-il, son ton faussement admiratif. Pierre sourit. On a économisé pendant des années. Jean s'assit sans y être invité. Le gouvernement paie bien, non? Les contrats d'ingénierie, les infrastructures? Amélie, sortie de la cuisine, posa une cafetière sur la table. Du café, Jean? Il acquiesça, son regard s'attardant sur elle. Alors. Amélie, coach sportif, c'est un métier intéressant. Quel genre de clients avez-vous? Elle répondit vaguement. Des gens de tous horizons, des cadres, des sportifs. Jean hocha la tête. Ça doit être gratifiant d'aider les gens à atteindre leur potentiel. Moi, en tant que policier depuis 15 ans, j'ai vu beaucoup de potentiel gâché. Il marqua une pause. Ce quartier, par exemple, est spécial. On travaille dur pour qu'il reste, comme il est. Des familles respectables, des valeurs solides. Amélie sentit un frisson. Ça semble parfait pour élever des enfants, dit-elle, neutre. Jean acquiesça. Exactement. Mais il faut s'assurer que tout le monde s'intègre. Certains le font naturellement, d'autres ont besoin de guidance. Lucas et Élise descendirent en courant, s'arrêtant net en voyant Jean. Ce sont vos jumeaux, n'est-ce pas? 8 ans, c'est ça? Oh c'est beau? Demanda-t-il. Pierre, surpris, répondit. Oui, comment le savez-vous? Jean sourit. Un bon policier connaît ses voisins. Les enfants, vous savez qu'il faut respecter les règles, n'est-ce pas? Les jumeaux hochèrent la tête, intimidés. Jean se leva. Merci pour le café. Et n'oubliez pas, l'intégration, c'est important. Après son départ, Pierre verrouilla la porte. Il est un peu bizarre, mais serviable, non? Amélie, regardant par la fenêtre, murmura. Comment savait-il l'âge des jumeaux? Et ton travail? Ce n'est pas normal, Pierre. Le lendemain, Amélie croisa Madame Claire Lefebvre, une voisine d'une 50aine d'années, au marché. Claire, d'habitude bavarde, semblait nerveuse. Amélie, je dois vous dire quelque chose, murmura-t-elle, jetant des regards autour d'elle. Elles s'éloignèrent vers un coin tranquille. Jean m'a demandé de vous surveiller. Il veut savoir quand vous partez, qui vient chez vous. Il a dit que si je refusais, il causerait des ennuis à mon fils, qui a eu des problèmes avec la justice. Amélie posa une main rassurante sur son bras. Claire, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Claire, les larmes aux yeux, secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Il a des dossiers sur tout le monde. Il sait des choses privées. Amélie sentit son pouce accélérer. Qu'a-t-il sur nous? Claire baissa les yeux. Il a mentionné que vous travailliez avec l'armée.
Il a dit que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Amélie masqua sa surprise. Merci de m'avoir prévenu, Claire. Ne lui donnez rien pour l'instant. En rentrant, Amélie trouva un courrier dans leur boîte aux lettres, une enveloppe épaisse portant le sceau d'une soi-disant Association pour la sécurité de Saint-Éloi. À l'intérieur, un document officiel listait des infractions, stationnement non conforme, activité matinale perturbante, non-respect des normes esthétiques du quartier. Pierre, lisant par-dessus son épaule, s'exclama « C'est absurde. Ils veulent nous mettre une amende de 500 € par jour ?» Amélie examina le papier. Le langage était juridique, l'impression soignée, mais quelque chose clochait. Pierre, appelle la mairie. Vérifie si cette association existe. Ce soir-là, Pierre raccrocha le téléphone, abasourdi. Aucune association de ce nom n'est enregistrée. C'est un faux. Amélie, assise à la table, tapotait le document. Ça a pris du temps à fabriquer. Quelqu'un a étudié de vrais documents pour que ça paraisse authentique. Un bruit dehors les fit sursauter. Par la fenêtre, ils virent une voiture ralentir devant leur maison. Ce n'était pas Jean, mais un autre policier, prenant des photos de leur façade. Amélie sortit son carnet et nota l'heure, la plaque d'immatriculation, tout. Pierre, ce n'est pas juste Jean. Il y a autre chose. Le lendemain matin, alors qu'elle courait dans le quartier, Amélie remarqua un homme âgé, Henri Martin, un voisin en face de chez eux, qui l'observait depuis sa fenêtre. Henri, un ancien combattant de la Légion étrangère, avait des yeux perçants, comme s'il voyait au-delà des apparences. Plus tard, il l'aborda près de la boîte aux lettres. « Madame Dubois, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai vu Dupont rôder autour de votre maison hier soir. » Il prenait des notes. Amélie le remercia, intriguée. « Merci, monsieur Martin. Vous avez vu autre chose ?» Henri haussa les épaules. « Disons que je garde un œil sur ce quartier depuis longtemps. Dupont n'est pas net. » Il s'éloigna, laissant Amélie avec une nouvelle pièce du puzzle. Quelques jours plus tard, Jean arrêta Pierre à 2 rues de chez eux, prétextant une conduite suspecte. « Permis, papier ?» ordonna-t-il. Pierre obtempéra. « Qu'ai-je fait ?» Jean examina les documents lentement. « Vous rouliez lentement, c'est inhabituel. Vous cherchez quelque chose ?» Pierre, agacé, répondit. « Je rentrais chez moi, c'est tout. » Jean s'attarda. « Vous travaillez sur des projets sensibles, n'est-ce pas? Des bases militaires, des infrastructures. Ça attire l'attention, vous savez. » Il rendit les papers avec un avertissement. « Faites attention, Dubois. Les gens comme vous doivent être prudents. » Ce soir-là, Amélie, furieuse, ajouta l'incident à son carnet. « Il sait trop de choses, Pierre. Il a accès à des informations qu'un simple policier local ne devrait pas avoir. » Elle prit une décision. Dans la nuit, utilisant un téléphone sécurisé, elle contacta un officier de la DGSE, l'agence de renseignement française. « Ici lieutenant-colonel Dubois. J'ai une possible violation de sécurité. Un officier de police locale, Jean Dupont, a des informations sur mon habilitation. Je demande une enquête immédiate. » La voix à l'autre bout répondit, « Compris. Restez vigilante. Nous lançons une opération. » Amélie raccrocha, son regard fixé sur la rue sombre. La guerre pour leur maison venait de prendre une tournure nationale, et elle était prête à se battre. L'air frais du matin enveloppait Saint-Éloi d'une brume légère, mais pour Amélie Dubois, chaque pas de son jogging matinal était chargé d'une vigilance accrue. Depuis l'incident avec Jean Dupont, l'agent de police local qui semblait obsédé par sa famille, elle scrutait chaque détail, les voitures égarées, les passants, les regards furtifs des voisins.
Jean n'avait pas réapparu depuis l'avertissement qu'il avait lancé à Pierre, mais Amélie savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Elle avait déjà signalé la violation de sécurité à la DGSE, et une enquête était en cours. Ce qu'elle ignorait, c'était l'ampleur du réseau dans lequel Jean était impliqué. Ce matin-là, alors qu'elle passait devant la maison des Martin, Henri, le vieux légionnaire, lui fit un signe discret depuis son jardin. « Soyez prudente, Madame Dubois, murmura-t-il, taillant une haie, avec une précision militaire. Dupont a organisé une réunion hier soir chez les Lefebvre. Ça parlait de vous. Amélie s'arrêta, feignant d'ajuster ses lacets. Merci, Henri. Vous avez entendu quelque chose de précis? Henri haussa les épaules. Des sottises sur votre famille et qui perturbent l'harmonie du quartier. Il manipule les gens. Amélie hocha la tête, son esprit analysant l'information. Jean ne se contentait pas de les harceler. Il montait les voisins contre eux, semant la méfiance dans ce coin paisible de la France. De retour chez elle, Amélie trouva Pierre dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour Lucas et Élise, leurs jumeaux de 8 ans. Les enfants, insouciants, riaient en tartinant du beurre sur leur croissant. « Pierre, il faut qu'on parle. » dit-elle à voix basse, vérifiant que les enfants ne pouvaient pas entendre. Elle lui raconta ce que Henri lui avait confié. Pierre, les sourcils froncés, posa la cafetière. Une réunion? Pourquoi nous faire partir? C'est ridicule. Amélie secoua la tête. Ce n'est pas juste ridicule, c'est organisé. J'en sais des choses sur mon travail, sur tes contrats. Ça ne vient pas des ragos du quartier. Avant qu'il ne puisse approfondir, la sonnette retentit. C'était mademoiselle Louise, l'institutrice des jumeaux, une femme d'une trentaine d'années au regard bienveillant mais inquiet. « Madame Dubois, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle, nerveuse. Amélie l'invita à entrer, sentant une boule se former dans son estomac. Louise s'assit, triturant ses mains. J'ai remarqué que Lucas et Élise sont mis à l'écart à l'école. Certains enfants refusent de jouer avec eux. J'ai entendu des parents dire que votre famille est cause des problèmes dans le quartier. Pierre, abasourdi, s'exclama. Pétéo? Des problèmes? Nous venons d'emménager. Louise baissa les yeux. Je crois que c'est l'agent Dupont qui répand ses idées. Il est venu à l'école hier, soi-disant pour une réunion sur la sécurité, mais il a parlé de familles qui ne respectent pas les valeurs de Saint-Éloi. Amélie serra les poings. Merci, Louise. On va s'en occuper. Ce soir-là, alors que les jumeaux faisaient leurs devoirs, une voiture s'arrêta devant leur maison. Pierre, alerté par le bruit, regarda par la fenêtre. C'est encore lui, murmura-t-il. Jean, en uniforme, descendit de sa voiture de patrouille, un carnet à la main. Il s'approcha de leur camionnette, garée impeccablement, et commença à l'inspecter, prenant des photos. Amélie sortit, son téléphone déjà en mode enregistrement. « Agent Dupont, puis-je savoir ce que vous faites ?» Jean se redressa, un sourire froid aux lèvres. « Une vérification de routine, Madame Dubois. Nous avons reçu des plaintes pour un véhicule suspect. » Au centre. Pierre, qui l'avait rejoint, s'indigna. Suspecte. C'est ma camionnette, garée devant ma maison. Jean haussa les épaules. Certains voisins trouvent vos allées et venues inhabituelles. Les gens comme vous attirent l'attention. Amélie, gardant son calme, répondit. Quel voisin, Jean? Et quelle loi nous reproche de garer notre voiture chez nous?
Jean toucha sa radio, son regard dur. Madame, je fais mon travail. Vous devriez vous concentrer sur le vôtre, quoi que ce soit réellement. Il remonta dans sa voiture, mais avant de partir, il lança. Saint-Éloi a des règles. Certains s'y plient naturellement, d'autres ont besoin d'un rappel. Amélie enregistra chaque mot, chaque geste. Il nous teste, Pierre. Dit-elle une fois à l'intérieur. Il veut qu'on craque. Le lendemain, un incident plus grave se produisit. En rentrant du travail, Pierre trouva l'un des pneus de sa camionnette crevé, un clou planté dedans. C'est bizarre, marmonna-t-il, inspectant les dégâts. Amélie, examinant la scène, remarqua des traces de pas près du véhicule, trop régulières pour être accidentelles. Elle appela Henri Martin. « Monsieur Martin, votre caméra de surveillance fonctionne-t-elle » Henri, sans poser de questions, lui tendit une clé USB le soir même. « J'ai tout filmé », dit-il avec un clin d'œil. La vidéo montrait Jean, en civil, s'approchant de la camionnette à minuit, un clou à la main. Amélie sentit la colère monter, mais sa formation militaire prit le dessus. « On a une preuve, Pierre. Mais ce n'est que le début. » Elle ajouta la vidéo à son dossier, qu'elle transmettait régulièrement à la DGSE. Ce soir-là, une femme frappa à leur porte. C'était Sophie Bernard, une nouvelle voisine qui s'était présentée comme une mère célibataire travaillant dans l'administration. « Amélie, puis-je vous parler en privé ?» demanda-t-elle. Une fois à l'intérieur, Sophie ferma la porte et baissa la voix. « Je ne suis pas celle que je prétends être. Je suis agente de la DGSE, infiltrée ici après votre signalement. » Amélie, surprise mais entraînée à garder son calme, hocha la tête. « Qu'avez-vous découvert ?» Sophie sortit une tablette sécurisée et montra des documents. Jean Dupont fait partie d'un réseau de policiers corrompus opérant dans plusieurs régions de France. Il cible des familles liées à l'armée, surtout des minorités, pour les pousser à quitter des quartiers comme celui-ci. Elle fit défiler des captures d'écran de forums cryptés. Ils appellent ça nettoyage communautaire. Jean a accès à des informations classifiées via un contact, l'inspecteur Philippe Renaud, qui pirate des bases de données gouvernementales. Amélie sentit son sang se glacer. Quelles informations ont-ils sur moi ? Sophie tapota l'écran. Votre habilitation de sécurité, vos missions avec les forces spéciales, même les dossiers scolaires de Lucas et Élise. Renaud vend ses données pour 1000 à 2000 € par famille. Pierre, qui écoutait depuis l'entrée, s'approcha. Ils veulent nous chasser parce qu'on est noir et qu'on travaille pour le gouvernement ? Sophie acquiesça. C'est leur modus operandi. Ils ont forcé 18 familles à déménager en 3 ans. Vous êtes leur nouvelle cible. Amélie serra les mâchoires. Qu'est-ce qu'on fait ? Sophie rangea sa tablette. Vous continuez à vivre normalement. Nous surveillons Jean et son réseau. Nous avons des agents dans le quartier, moi, et d'autres que vous ne connaissez pas encore. Documentez tout. Elle tendit à Amélie un dispositif d'enregistrement discret. Utilisez ceci. Chaque mot de Jean peut être une preuve. Après le départ de Sophie, Amélie s'assit avec Pierre. On ne peut pas leur dire pour les enfants, pas encore, dit-elle. Pierre, encore sous le choc, acquiesça. Oma, mais on ne va pas se laisser faire, Amélie. Elle posa une main sur la sienne. Bola, non. On ne se laissera pas faire. Les jours suivants, Jean intensifia sa campagne. Il organisa des réunions informelles chez les voisins, invitant tout le monde sauf les Dubois. Amélie apprit par Claire Lefebvre que Jean avait qualifié leur famille de perturbatrice, insinuant que leur lien avec l'armée attirait des éléments indésirables. Les effets furent immédiats. Madame Dubois, la boulangère qui saluait toujours Amélie, détournait désormais le regard. Les enfants des voisins, autrefois amis de Lucas et Élise,
cessait de les inviter à jouer. Un soir, Lucas rentra en pleurs. « Pourquoi personne ne veut jouer avec nous, maman ?» Amélie, le cœur serré, le serra dans ses bras. « Ce n'est pas de ta faute, mon chéri. Certains adultes racontent des bêtises. » Mais la goutte d'eau arriva un samedi après-midi, au marché de Saint-Éloi. Amélie faisait ses courses, son panier rempli de légumes frais, quand Jean apparut, en uniforme, sa radio crépitant. « Madame Dubois, un mot, s'il vous plaît, » dit-il d'un ton autoritaire. Les clients autour s'arrêtèrent, les conversations s'éteignirent. « À quel sujet ?» demanda Amélie, posant son panier. Jean s'approcha, parlant assez fort pour que tout le monde entende. « Vous avez été vu en train de prendre des photos des étalages, d'observer les issues de secours. C'est un comportement suspect. » Amélie sortit son téléphone, commençant à filmer. « Je fais mes courses, agent Dupont. Où est-ce le crime là-dedans ?» Jean rougit, conscient des regards. « Les gens comme vous doivent comprendre qu'on vous surveille. » Amélie, imperturbable, répondit. « Les gens comme moi ? Précisez, s'il vous plaît. » Jean, pris au piège, bafouilla. « Ceux qui ne respectent pas les règles. » Une voix dans la foule s'éleva. « Elle fait juste ses courses. » C'était Louise, l'institutrice, qui s'était jointe au bardeau. D'autres murmurèrent leur soutien. Amélie continua à filmer. « Agent Dupont, avez-vous une raison légale de m'interpeller ?» Jean, furieux, tourna les talons. Cette conversation est terminée. Mais les vidéos prises par les clients, et par Sophie, déguisée en passante, circulèrent déjà sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, Amélie et Pierre visionnèrent la vidéo de l'incident avec Sophie, qui les retrouva chez eux. « C'est une preuve solide, dit-elle. Mais ce n'est pas tout. Nous avons intercepté des communications entre Jean et Renaud. Ils préparent la phase 2. Isoler votre famille, puis passer à l'intimidation physique. » Amélie, les yeux plissés, demanda. « Combien sont-ils dans ce réseau ?» Sophie répondit. 15 officiers, dans 6 régions. Ils suivent un manuel précis. Plaintes fabriquées, harcèlement, faux documents. Ils veulent se vous faire craquer. Pierre, furieux, tapa du poing sur la table. On a acheté cette maison avec nos économies. On ne partira pas. Sophie hocha la tête. Et vous n'aurez pas à partir. Nous préparons une opération pour les arrêter tous. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Amélie prit le dispositif d'enregistrement. On va vous les donner. Alors que Sophie partait, Henri Martin frappa à la porte, une nouvelle clé USB à la main. Dupont est revenu hier soir. Il a essayé de forcer votre boîte aux lettres. J'ai tout filmé. Amélie sourit. Merci, Henri. Vous êtes un allié précieux. La guerre pour leur maison s'intensifiait, mais Amélie, formée à affronter l'adversité, savait que Jean Dupont venait de faire un pas de trop dans l'ombre. La DGSE resserrait l'étau, et Saint-Éloi, ce quartier apparemment paisible, allait bientôt révéler ses secrets les plus sombres. Le crépuscule enveloppait Saint-Éloi d'une lumière dorée, mais dans la maison des Dubois, l'atmosphère était lourde d'anticipation. Amélie, assise à la table de la salle à manger, feuilletait son carnet où chaque interaction avec Jean Dupont, l'agent de police corrompu, était méticuleusement consignée. Les arrêts injustifiés, les questions intrusives, les faux documents de l'Association pour la sécurité de Saint-Éloi. Pierre, son mari, faisait les 100 pas, encore sous le choc de la révélation de l'identité réelle d'Amélie. « Tu es lieutenant-colonel, formatrice des forces spéciales ?» demanda-t-il pour la 3e fois, tenant une médaille militaire qu'Amélie lui avait montrée, une croix de la valeur militaire gagnée lors d'une mission en Afrique. Amélie posa une main sur la sienne. « Pierre, je ne pouvais pas te le dire.
Mon travail est classifié. Mais maintenant, tu sais pourquoi je ne laisserai pas Jean nous chasser. La sonnette retentit, interrompant leur échange. C'était Sophie Bernard, l'agente de la DGSE infiltrée, accompagnée de l'agent Michel Laurent, un homme discret qui se présentait comme un retraité du quartier. Tout est en place, annonça Sophie, posant une mallette sécurisée sur la table. Demain matin, à 6 heures, nous lançons une opération nationale pour arrêter Jean et son réseau. 15 officiers, 6 régions, tous impliqués dans le ciblage de familles comme la vôtre. Amélie hocha la tête, son regard acéré. Je veux être là quand ils arrêteront Jean. Il a menacé mes enfants. Sophie échangea un regard avec Michel, puis sourit. Qu'est-ce que ça peut s'arranger. Le lendemain, avant l'aube, Amélie et Pierre s'assirent avec Lucas et Élise pour leur expliquer, avec des mots simples, que tout irait bien. Des gens vont venir parler à l'agent Dupont, dit Amélie, caressant les cheveux d'Élise. Vous irez à l'école comme d'habitude, et mademoiselle Louise veillera sur vous. Les jumeaux, confiants, acquiescèrent, mais Pierre remarqua l'éclat déterminé dans les yeux de sa femme. Elle n'était plus seulement d'une mère. Elle était une soldate prête à défendre son foyer. À 6 heures précises, des camionnettes noires convergèrent vers Saint-Éloi et 5 autres villes françaises. À Lyon, l'inspecteur André Morel fut arrêté dans son bureau. À Bordeaux, l'agent Claire Dubois, sans lien avec Amélie, fut menotté pendant son jogging matinal. À Marseille, le sergent Paul Vasseur fut interpellé chez lui, sous les yeux de sa famille. À Saint-Éloi, Jean Dupont buvait son café sur son perron lorsque 8 agents fédéraux en tenue d'intervention encerclèrent sa maison. Jean Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour complot, violation des droits civils, et accès non autorisé à des informations classifiées, déclara l'agent en chef, badge de la DGSE en main. Jean, abasourdi, lâcha sa tasse, qui se brisa sur le sol. À travers la rue, Amélie, en uniforme militaire, ses décorations scintillant au soleil levant, se tenait aux côtés de Pierre. Jean la fixa, son visage blêmissant. Vous ? Vous êtes chouette militaire ? Amélie répondit, la voix ferme. Lieutenant-colonel Amélie Dubois, force spéciale. Vous avez menacé une formatrice des commandos. C'était une erreur. Les agents fouillèrent la maison de Jean, découvrant des dossiers sur les Dubois, photos, relevés bancaires, faux documents juridiques, et des échanges cryptés avec l'inspecteur Philippe Renaud, son contact au sein du réseau. Dans le quartier, les voisins, alertés par le bruit, se rassemblèrent. Madame Claire Lefebvre, qui avait été contrainte par Jean à espionner les Dubois, pleurait de soulagement. Je suis désolée, Amélie, murmura-t-elle. Amélie posa une main sur son épaule. Vous étiez une victime, Claire. Pas une complice. Henri Martin, le vieux légionnaire, observait depuis son jardin, un sourire satisfait aux lèvres. Je savais que ce type était pourri. Marmonna-t-il. Louise, l'institutrice, arrivée avec un groupe de parents, s'approcha. Amélie, j'ai organisé une réunion ce soir pour expliquer tout ça aux familles et de l'école. Les enfants ne méritent pas d'être divisés à cause de lui. Amélie acquiesça. Merci, Louise. On va reconstruire ce quartier ensemble. Mais la confrontation la plus dramatique eut lieu plus tard, lors d'une réunion communautaire organisée au Centre culturel de Saint-Éloi. Jean, libéré sous caution en attendant son procès, s'y présenta, espérant reprendre le contrôle. Il ignorait que la DGSE avait orchestré l'événement pour le piéger. La salle était comble, 60 voisins, des journalistes locaux, et plusieurs agents infiltrés, dont Sophie et Michel, déguisés en résidents. Jean monta sur l'estrade. Merci d'être venu. Il est temps de parler des problèmes de notre communauté, commença-t-il, son ton assuré. Amélie se leva, en uniforme, attirant tous les regards. Je suis d'accord, Jean. Parlons des problèmes. Elle activa un projecteur, affichant les faux documents de son association fictive. Vous avez fabriqué ces documents pour nous intimider, dit-elle,
sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Jean pâlit. Ce sont des accusations sans fondement. Amélie passa à la diapositive suivante. Des captures d'écran de ses échanges avec Renaud, où il se vantait de « nettoyer le quartier des indésirables ». La foule murmura, choquée. « Vous avez ciblé ma famille parce que nous sommes noirs et liés à l'armée », poursuivit Amélie. Jean, acculé, cria « Vous n'avez pas votre place ici ». À cet instant, Sophie se leva, badge à la main. Jean Dupont, je suis de la DGSE. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison. La foule éclata en cris alors que les agents surgissaient, menottant Jean. Il tenta de se débattre, mais Amélie, d'un mouvement fluide, le neutralisa, utilisant une technique apprise lors de ses années d'entraînement. C'est au fini, Jean, dit-elle, ses yeux plantés dans les siens. 6 mois plus tard, la salle d'audience fédérale de Paris s'était bondée. Jean Dupont faisait face à 9 chefs d'accusation, dont complot contre les droits civils et espionnage. Philippe Renaud, l'inspecteur corrompu, avait plaidé coupable et écopé de 18 ans de prison. Les 13 autres membres du réseau, arrêtés simultanément, reçurent des peines de 8 à 22 ans. Amélie, en uniforme, témoigna avec une clarté implacable. Monsieur le juge, Jean Dupont a obtenu illégalement des informations classifiées sur mon travail avec les forces spéciales. J'ai signalé la violation immédiatement, comme l'exige la loi. Le procureur présenta des preuves accablantes. Enregistrement téléphonique, capture d'écran de forum crypté où Jean, sous le pseudonyme Gardien 1975, planifiait le harcèlement de 20 familles et de militaires. L'avocat de Jean tenta de minimiser, mon client a agi seul, sans intention criminelle. Mais le procureur montra des photos des familles touchées, les Nguyen de Toulouse, dont le père servait dans Outre-mer, les Diallo de Nantes, une mère ingénieure pour la défense, les Dubois, ciblés pour leur couleur de peau et leurs liens avec l'État. Le jury délibéra 3 heures, coupable sur tous les chefs. Jean fut condamné à 27 ans sans libération conditionnelle. Le juge s'adressa à lui, « Vous avez trahi votre serment de policier et la confiance de ce pays. » À l'extérieur, les journalistes entourèrent Amélie. « Lieutenant-colonel Dubois, qu'espérez-vous que cette affaire change ? » Elle répondit « Que les familles de militaires soient protégées, et que chacun sache que la justice prévaut quand on se bat pour elle. » Saint-Éloi se transforma. Une pancarte à l'entrée proclamait « Saint-Éloi. Unité, diversité, respect. » Une loi, baptisée Loi Dubois, fut votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, instaurant des protections pour les familles de militaires contre le harcèlement. Amélie fut nommée conseillère auprès du ministère de l'Intérieur pour prévenir l'extrémisme dans les forces de l'ordre. Louise organisa des ateliers à l'école pour enseigner la tolérance, et les jumeaux, Lucas et Élise, retrouvèrent leurs amis. Claire Lefebvre, libérée de l'emprise de Jean, devint une figure active dans la communauté, organisant des repas de quartier. Henri Martin, toujours discret, reçut une médaille civile pour son aide à la DGSE. 1 an après l'arrestation de Jean, Saint-Éloi accueillit sa première fête de l'unité, où des familles de toutes origines dansèrent sous des guirlandes lumineuses. Pierre, promu à un grand projet de reconstruction d'infrastructures, faisait griller des merguez au barbecue, tandis qu'Amélie s'adressait à la foule. « La haine a essayé de nous diviser, mais l'unité nous a sauvés. » Les enfants lâchèrent des ballons portant des messages d'espoir, et Sophie, devenue une amie, murmura à Amélie, « Vous avez changé plus qu'un quartier. » La loi Dubois protège des familles dans toute la France. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Amélie serra la main de Pierre. Leur maison, qu'ils avaient défendue contre la haine, était plus qu'un lieu. C'était un symbole de résilience, un foyer gagné par le courage et la justice. L'histoire d'Amélie Dubois,
une lieutenant-colonel des forces spéciales françaises confrontée au harcèlement systématique orchestré par un réseau de policiers corrompus, est une ode à la résilience, à la justice et à l'unité. Cette saga, ancrée dans le contexte d'un quartier français typique, Saint-Éloi, reflète des valeurs chères à la culture française, l'égalité, la fraternité et le courage face à l'injustice. Ce qui m'a profondément marqué, c'est la manière dont Amélie, forte de son expérience militaire, transforme une menace personnelle en une bataille pour la justice collective. Elle ne se contente pas de protéger sa famille. Elle dévoile un réseau national de corruption, incarnant ainsi l'idéal français de défendre la République contre toute forme d'oppression. Cette histoire rappelle que la vigilance et l'engagement sont des armes puissantes face à la discrimination, qu'elle soit raciale ou sociale. Les leçons tirées de cette histoire s'appliquent directement à la vie quotidienne. D'abord, il faut oser confronter l'injustice, même lorsque l'adversaire semble puissant. Amélie n'a pas cédé à la peur. Elle a documenté, signalé et agi avec sang-froid. Ensuite, l'unité communautaire est essentielle, sans le soutien de voisins comme Claire, Henri et Louise, la victoire n'aurait pas été possible. Cela nous enseigne l'importance de tisser des liens solides avec ceux qui nous entourent, car la solidarité transcende les différences. Enfin, la persévérance face à l'adversité est cruciale. Amélie a transformé une épreuve en un mouvement national avec la « loi du bois », prouvant que nos combats personnels peuvent avoir un impact universel. Dans la vie, nous devons apprendre à transformer les obstacles en opportunités, en restant fidèles à nos valeurs. Si cette histoire d'Amélie Dubois vous a inspiré, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis pour diffuser ce message de justice et d'unité, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou nous dire d'où vous regardez. Ensemble, faisons entendre la voix du courage et de la solidarité.